Bienvenue à cette rencontre Liège Créative organisée conjointement avec Luxembourg Créative, deux dynamiques de rencontres-conférences qui sont issues de l'Université de Liège. Peut-être que certains d'entre vous nous rejoignent pour la première fois, donc je vous présente brièvement notre forum. Donc Liège Créative ou Luxembourg Créative, c'est un espace de rencontre permanent qui a vu le jour à l'initiative de l'interface entreprise, qui est le service de mise en relation entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, la société civile, le monde socio-économique en général. L'ambition du forum, c'est de renforcer les synergies entre les acteurs, de jouer sur le décloisonnement et vraiment de se mettre au service de l'innovation en misant sur le partage des expériences, des expertises pour faire naître des nouvelles envies de collaborer ou de nouveaux projets. On sait aujourd'hui à quel point c'est important de travailler ensemble, je pense, toutes disciplines confondues pour résoudre et apporter des solutions aux nombreux enjeux auxquels on fait face. Je n'ai pas besoin de vous parler de ce contexte général dans lequel on est aujourd'hui. La rencontre de ce midi, elle est née de la volonté de diffuser les résultats et conclusions d'un livre blanc coordonné à l'Université de Liège par le professeur Pierre Duzinx et Dimitra Papadimitriou, qui est avec nous, qui sont tous les deux avec nous, évidemment. Voilà, merci de vous signaler. Ce livre blanc, Future Move, dresse une vue stratégique sur l'avenir de l'automobile. Il a été réalisé dans le cadre d'un projet européen PAE. Je ne vous en dis pas plus parce que ce sera introduit lors des prises de parole. En tout cas, Future Move contient vraiment toute une série de recommandations et pose un peu le contexte des évolutions à venir dans le secteur automobile. On s'est déjà penché sur le sujet en nous concentrant sur les voitures autonomes en octobre. C'était une rencontre en présentiel qu'on a organisée à Liège. Il y avait déjà eu pas mal de pistes de réflexion pour poursuivre voilà, cette observation vraiment passionnante de la révolution, je pense, qu'elle est en train de toucher le secteur automobile avec de nombreuses implications, aussi bien techniques qui font appel à des compétences d'ingénierie, mais aussi des impacts sociétaux. Il y a des enjeux environnementaux évidents, des enjeux au niveau des data, enfin voilà, de nombreux enjeux, et on va embrasser certains aujourd'hui en nous concentrant sur la digitalisation dans le monde de l'automobile. Alors, pour aborder la réflexion, on a réuni un très beau panel, je pense. Vous avez vu les noms des différents intervenants s'afficher. Je vous les présenterai au fur et à mesure de la rencontre. Merci à tous d'être là. Je vais céder la parole tout de suite au professeur Pierre Duzinx, donc professeur ordinaire à l'Université de Liège, qui est en charge de la chaire d'ingénierie des véhicules. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a coordonné le livre blanc dont il est question. Il va introduire de façon générale, si je peux dire, cette conférence, et nous entendrons aussi une réflexion sur des aspects législatifs qui seront amenés par Dimitra Papadimitriou, qui est également là pour cette première prise de parole. Merci beaucoup Delphine. Merci d'être, vous êtes connectés et de nous faire le plaisir de participer à cette conférence. Merci à Luxembourg Créative et Liège Créative de nous supporter dans notre démarche. Merci aux partenaires aussi Grand-Ducaux qui nous rejoignent, puisque nous avions voulu placer la manifestation, le webinaire d'aujourd'hui sous l'aspect transfrontalier Luxembourg, Belge et Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous allons partager cette stratégie d'internationalisation de l'automobile avec un focus particulier, cette fois-ci, sur la digitalisation. Alors, le projet qui supporte notre démarche, c'est le pôle automobile européen, financé dans le programme Interreg, et donc l'Union européenne avec le cofinancement des régions. Et donc, notre objectif est de renforcer notre collaboration transfrontalière, mais aussi d'accroître et d'anticiper les changements qui vont se dessiner, qui se dessinent déjà dans le milieu de l'automobile, dans cette décennie qui s'annonce passionnante pour le secteur du transport. Notre focus particulier, ici, c'est le livre blanc, c'est le support du développement d'une stratégie d'internationalisation de notre région, de nos régions, et de voir comment nous pouvons être plus forts en anticipant les changements. Alors, ce livre blanc, il a été construit sur des sources primaires, comme on le dit, c'est-à-dire l'interview de personnes qui anticipent ce mouvement et qui sont des acteurs
particulièrement actifs, c'est-à-dire des industriels, des associations professionnelles, mais aussi des représentants de la société civile. On a la chance d'en avoir deux aussi aujourd'hui, Étienne Jacquet et Germaine Castignani, qui sont deux entreprises grand-ducales, mais aussi des sources secondaires, c'est-à-dire des études stratégiques et des revues de la littérature, que nous avons coulé toutes ces conclusions et nous avons synthétisées dans un livre blanc que nous allons vous livrer. Et aujourd'hui, on va donner les lignes de force des conclusions qui se dégagent avant d'entrer dans le vif du sujet qui est la digitalisation. Alors, nous sommes partis en fait de l'étude des grandes tendances qui pétrissent le monde et qui impactent lourdement les transports. On peut penser par exemple, le vieillissement de la population, mais une grande partie de tout ceci, c'est la digitalisation, vous voyez, avec le 3D printing, la connectivité, l'échange de données, l'intelligence artificielle qui impacte de plus en plus notre monde. Et puis avant cet exposé, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait un événement, ce satané coronavirus, qui allait créer une rupture qui va accélérer ou qui accélère et qui retarde éventuellement l'émergence de certaines tendances lourdes qui ont été détectées dans ce livre blanc. Alors, la première tendance, vous y attendiez, c'est l'électrification, qui était attendue pour 2025 avec des points de bascule. Notamment, un indicateur, c'est la chute du prix des batteries lithium-ion notamment, avec un point clé, le 100 $ par kilowattheure, mais qui sera largement dépassé en 2025 et même en 2030. Donc, un facilitateur pour l'émergence des motorisations électriques, avec une amplification du phénomène avec le Covid. On a plutôt eu tendance à revoir les prévisions à la hausse, ce qui n'est pas toujours courant. Généralement, on fait des prévisions un peu futurologistes. Mais on voit ici un facteur aussi important, c'est que le monde industriel de l'automobile, qui est pourtant une industrie lourde, se reconvertit très rapidement pour participer à cette électrification avec des reconversions, notamment du côté des Français, où nous avons l'usine de Trémery, par exemple, qui fabriquait quasi 500 000 moteurs diesel, qui devient une usine d'assemblage de moteurs électriques avec la même capacité dans un avenir très proche. Alors, un autre candidat qui a émergé et qui, lui, casse toutes les prévisions, c'est la mobilité individuelle, mais deux roues, ou mobilité individuelle complétant les voitures, les systèmes de transport collectif. Le fait qu'on ait aussi un focus particulier sur la Covid et la contamination, évidemment, n'est pas étranger au phénomène, mais je pense qu'il faut vraiment le souligner, c'est cette nouvelle mobilité qui s'impose avec force. Alors, la première consultation, c'était aussi la mobilité partagée, mais connectée et autonome. On en dit beaucoup de vertige. Nous avons discuté longuement cet aspect lors de la première séance à Liège, qui était extrêmement active d'ailleurs, mais qui nous permet d'avoir un autre regard sur la mobilité, un autre lien aussi avec l'objet véhicule, où on a plutôt un lien plutôt plus distendu, on partage sa voiture, ce qu'on n'avait pas avant, et une autre manière de consommer la mobilité qui probablement va s'imposer de plus en plus dans la décennie à venir. Alors, cette autre manière de consommer la mobilité, elle se remarque aussi dans les nouvelles offres de mobilité en tant que service, puisqu'on est moins attaché à son véhicule. On a une offre différente qui se présente avec une amélioration de la fluidité, de l'enchaînement des différents systèmes de déplacement, mobilité individuelle dans les hypercentres, en périurbain ou carrément en interville, avec une offre informatique qui va supporter le paiement et le dédommagement de ce service. Et donc, nous y voilà, nous sommes dans la digitalisation de l'industrie automobile qui apparaît à plusieurs égards. D'abord, une transformation numérique qui va permettre de créer de la nouvelle valeur ajoutée dans le paiement des services, mais aussi dans l'utilisation et de la valorisation des données qui sont collectées massivement par les véhicules. Et d'autre part, pour le constructeur, les entiers industriels, l'amélioration de sa chaîne de valeur, une fluidification des choses, on l'espère en tout cas, avec un retour de l'automatisation, de la gestion des données. Et à cet égard, eh bien, on voit arriver aussi l'industrie 4.0 qui s'impose dans nos interviews comme étant un des points d'attention particuliers de tous les industriels liés à la production.
si même tout n'est pas repris de manière intégrale dans les agendas des systèmes de production, mais on peut voir que beaucoup, en tout cas, y accordent de l'attention et c'est un point qui devra absolument être traité par nos industries pour continuer à survivre et continuer à se développer et à faire de la recette. Malheureusement, tout ça, ou heureusement, tout ça fait appel aussi à un changement de comportement et un certain nombre d'impacts sur les utilisateurs, les personnes. Et donc, en parallèle des aspects technologiques, Dimitra s'est penché largement sur les aspects liés au caractère juridique et au cadre qui doit être mis en place pour que toute cette nouvelle technologie, toute cette digitalisation puisse prendre corps de manière harmonieuse. Je vais céder la parole à Dimitra qui va partager avec nous quelques éléments qui compléteront les exposés de nos invités. Merci beaucoup. Merci. En fait, c'est vrai, il y a 20 ans, un virus pouvait endommager un système informatique, voler ou supprimer des données. Maintenant, un virus peut prendre le contrôle de nombreux appareils et entreprendre des actions. Les cyberattaques sont des tentatives d'utilisation abusive d'informations en les volant, les détruisant ou les exposant. Elles visent à perturber ou à détruire les systèmes et réseaux informatiques. Pour que la confiance émerge de la société, il faut un cadre juridique moderne qui assure la sécurité des utilisateurs en ligne, qui établit une gouvernance avec la protection des droits fondamentaux et qui maintient un marché équitable et ouvert. Pour cette raison, l'ENISA, c'est l'agence de l'Union européenne pour la sécurité des réseaux et de l'information. Elle est située en Grèce, Héraclion en Crète, et possède des bureaux opérationnels à Athènes. Depuis 2004, l'ENISA contribue activement à garantir un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information au sein de l'Union européenne. Sa mission est d'accroître la sensibilisation à la sécurité des réseaux et de la formation et de développer, promouvoir une culture de la sécurité des réseaux et de l'information dans la société. Tout cela au bénéfice des citoyens, des consommateurs, des entreprises, des organisations du secteur public dans l'Union. C'est l'article 1 de l'ENISA. En termes de textes législatifs, des progrès importants ont déjà été faits, et notamment par le célèbre règlement de l'Union européenne 2016-679, plus connu sous le nom Règlement général sur la protection des données, GDPR en anglais, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Règlement général sur la protection des données, qui est devenu applicable le 25 mai 2018, vise à protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données personnelles ainsi que la libre circulation de ces données au sein de l'Union européenne. L'article 25, paragraphe 2, dispose que les responsables du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour que par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour chaque finalité spécifique du traitement de ce traité GDPR. Suivant, la loi sur le marché numérique demain et la loi sur les services numériques DCA. Ce sont deux textes législatifs majeurs de l'Union européenne. Ces textes sont sur le point de modifier le paysage numérique car ils visent à garantir un environnement en ligne sûr, équitable, ouvert et responsable. L'Union européenne s'efforce de moderniser les règles actuelles régissant les services numériques en introduisant la loi sur le marché numérique, que j'avais dit, et la loi sur les services numériques, DCA, qui créeront un ensemble unique de règles applicables sur toute l'Union européenne. La Commission cherche à rééquilibrer les droits et responsabilités des fournisseurs des services intermédiaires en ligne, y compris les services d'hébergement et les plateformes en ligne, telles que les marchés en ligne, les magasins d'applications, les plateformes de médias sociaux et leurs utilisateurs. En préparation, mais tout aussi important pour le développement équitable du marché numérique, c'est la loi sur la gouvernance des données DGA. Par données, on considère aussi les données ouvertes, le partage des données et les espaces de données.
une consultation a été réalisée pour établir un cadre législatif sur les espèces de données européennes communes et un acte d'exécution sur une liste d'ensemble de données de grande valeur. L'exécutif prévoit l'adoption par la Commission d'une liste gratuite de jeux de données de grande valeur. Ils seront étiquetés en sein d'une catégorisation thématique spécifique dans l'annexe de la directive et serviront de base aux solutions de l'intelligence artificielle. Suivant, la propriété intellectuelle est l'un des aspects les plus importants et les plus précieux qu'une entreprise peut posséder. L'innovation et la technologie évoluent à un rythme qui s'accélère de jour en jour et la concurrence entre les constructeurs et fournisseurs automobiles est plus féroce que jamais. La protection et le respect de la propriété intellectuelle sont plus importants que jamais, investissant 62 milliards d'euros dans la recherche et le développement. Chaque année, le secteur automobile est le plus grand contributeur privé à l'innovation en Europe, avec 33% des dépenses totales de l'Union européenne. En effet, l'Europe est le leader mondial en matière de brevets pour la conduite autonome pour le moment. Très attendu notamment de la domaine des voitures autonomes, c'est la loi sur l'intelligence artificielle, qui est toujours aussi en préparation. L'intelligence artificielle est un élément majeur de la transformation numérique et crucial pour les grandes îles de l'Union européenne et de les relances post-Covid-19. L'Union européenne prépare actuellement ce premier ensemble de règles pour gérer les opportunités et les menaces de l'intelligence artificielle en se concentrant sur l'instauration de la confiance dans l'intelligence artificielle, y compris la gestion de son impact potentiel sur les individus, la société et l'économie. Une nouvelle règle vise également à fournir un environnement sous lequel les chercheurs, les développeurs, les entreprises européennes peuvent prospérer. La Commission européenne souhaite stimuler l'investissement privé et public dans les technologies de l'intelligence artificielle pour atteindre 20 millions d'euros par an. Merci beaucoup, Dimitra. Et donc, 2-3 mots pour maintenant dresser les lignes de force des conclusions. D'abord, nous sommes convaincus que nous sommes à un moment déterminant de ce changement de mobilité ou d'émobilité en général, et que la crise a, de manière évidente, eu un potentiel d'accélération et d'activation des tendances, notamment le commerce électronique, l'électrification, la mobilité individuelle, le focus sur la plus grande sécurité et de la santé dans les systèmes de transport en commun. Et donc, réinventer la mobilité passera également par une combinaison unique de changements en termes de comportement, en termes de technologies nouvelles, et en vue de favoriser différents objectifs, notamment celui de la décarbonisation de notre société. Ceci implique aussi un repositionnement des fournisseurs. Les valeurs ajoutées ne seront plus nécessairement là où elles étaient auparavant. Ça demande de la souplesse et de l'agilité. Et dans ce cadre, les PME sont un maillon essentiel du redéploiement et de la pérennisation de la valeur ajoutée dans notre région. Nous avons, entre autres, notamment aussi les TIC. La formation est un point clé pour la reconversion des différentes industries et la réindustrialisation ou la pérennisation de l'industrialisation de notre région. De nouveaux modèles d'exploitation et de vente devront également être mis en place avec de nouveaux cadres juridiques, une stimulation à l'entrepreneuriat et aussi une valorisation de la propriété intellectuelle. Voilà, je vais passer maintenant la parole à mes collègues. Nous avons la chance d'avoir 3 magnifiques orateurs que Delphine va présenter. Et je me tiendrai avec Dimitra aussi à votre disposition pour débattre de toutes ces idées. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Duzinx et Dimitra, déjà d'avoir introduit et planté le décor, je dirais, de façon générale. Alors, on a abordé déjà les datas et on va commencer avec notre premier intervenant à continuer cette réflexion sur les données avec Germane Castignani.
qui est là. Merci d'être avec nous. Spécialiste data, docteur ingénieur en informatique. Germane travaille depuis 2012 en R&D dans le domaine de l'analyse de la conduite basée sur la car data ou data car. Je ne sais pas dans quel sens on le dit, mais on Car comprend. data. Car data. Il est également cofondateur de Motion S, dont il va nous parler. Il est le CEO de cette entreprise depuis 2020. Donc, c'est une société qui exploite les données dans le domaine de la mobilité. Un orateur tout choisi pour aborder cette réflexion liée aux data dans le cadre de la digitalisation. Merci Delphine pour l'introduction. Merci Descha pour cette slot d'opportunité pour présenter un peu nos travaux et nos idées autour de la carte data. Aujourd'hui, je voudrais vraiment concentrer l'exposé sur les usages qu'on est en train de voir sur la carte data. Petite intro d'Emotioness, nous sommes une société fondée en 2014 comme un spin-off de l'Université de Luxembourg. Et depuis 2014, nous avons constitué une plateforme pour l'analytique de la mobilité, des données qui viennent de choses qui bougent, donc pas seulement des véhicules, mais aussi des camions, des données smartphones, etc. Et on se concentre sur 4 thématiques primaires, c'est le safe driving, tout ce qui est sécurité des conduites, l'éco-driving, l'usage du véhicule et associé à l'entretien prédictif des véhicules. Et très récemment, aussi grâce à un projet qu'on a fait avec la FEBIAC, l'analyse de la transition vers l'électromobilité et surtout quelle composition des flottes pour des patterns de conduite qu'on peut découvrir dans ces datas. Donc aujourd'hui, on travaille, historiquement, on travaille avec des assureurs sur l'onglet plutôt risque, mais on travaille beaucoup en ce moment avec des gestionnaires de flottes, des entreprises liées au fleet management, et on fait des projets liés aux data de mobilité. Nous avons 2 investisseurs stratégiques dans notre shareholding. Il y a la FEBIAC qui a pris des parts chez Motioness en 2018 et très récemment, l'année dernière, un groupe qui s'appelle Groupe A en Amérique latine, qui est un constructeur de parts automobiles et avec qui on travaille beaucoup sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'entretien prédictif des véhicules. Donc, pourquoi je veux vous parler de la carte data? Très simplement parce qu'à ce moment, on vit une transition très importante entre le monde du passé, qui était lié à l'extraction de la data avec des devices externes. Donc, la carte data, elle a toujours existé, mais aujourd'hui, depuis quelques années, je dirais 200, elle s'est vachement simplifiée, car les constructeurs automobiles ont mis en place des gros investissements pour de l'accès à cette data par des tiers, et grâce à des plateformes informatiques qui permettent, disons, à cette data de sortir du véhicule et de remplir des cas d'usage des compagnies disons, qui sont liées à la mobilité et qui font des analyses, des compagnies techniques telles que Motioness. Donc, dans les passés, on faisait l'extraction des données avec des devices externes, tels que des boîtes noires ou des dongles OBD. Et cela a montré énormément de problèmes de compatibilité. Vous savez bien aussi que tout ce qui est l'ingénierie inverse pour récupérer ces données de la part, disons, des constructeurs est assez limité. Les constructeurs n'aiment pas qu'on fasse du reverse engineering de ces véhicules. Installer ces boîtiers, effectivement, pose des problèmes de sécurité, de privacy, des coûts d'intégration et de connectivité. Aujourd'hui, avec la carte data, nous pouvons simplement avoir accès à la data d'un véhicule par numéro de châssis. Donc, on a un single point of access, comme on dit en anglais. C'est des données très riches, très fiables, parce qu'il vient directement de constructeur, avec un mécanisme de pay-per-use. Donc, on va payer pour la data qu'on consomme. Et tous ces systèmes ont été, on va dire, dessinés dans un cadre GDPR compliant. Donc, la privacy a été prise en compte pour l'usage, disons, niveau flotte et pour l'usage particulier à travers des applications de connected car, des véhicules connectés. Et quelques chiffres, donc des prévisions pour 2025, c'est que 75% des véhicules qui vont être livrés vont déjà être connectés. Ça veut dire qu'il va y avoir une carte SIM dedans et l'accès à la data qui est produite dans le réseau interne du véhicule. Et il y aura un marché des 100 millions de véhicules en total avec une énorme quantité de data qui circulera dans le réseau. Donc, qu'est-ce que ça change? Effectivement, il y a des nouvelles sources de revenus. Ça, c'est une étude de McKinsey qui a été publiée récemment, où on montre que pour 2030, les applications liées à la carte data vont générer un revenu supplémentaire dans le marché automobile qui tourne autour de 450 à 750 milliards d'euros pour 2030.
Mais ce n'est pas seulement les opportunités de revenus, c'est aussi de l'expansion de l'usage de ces data qui va au-delà des frontières des constructeurs. Jusqu'à maintenant, la data a été utilisée pour améliorer les produits, pour comprendre des problèmes, pour peut-être aussi améliorer des parts de véhicules, des composants. Aujourd'hui, cet scénario, cet écosystème s'amplifie. On a l'usage de ces data par des opérateurs de flotte, par des compagnies qui fournissent de la mobilité, des compagnies de leasing, de location, par, disons, l'ambiance de la télématique, des champs qui collectaient des données avec des CBD qui doivent se transformer dans cette nouvelle technologie, mais aussi par des fournisseurs de services financiers, tels que les assurances, par exemple, mais aussi un usage public. L'usage de la carte data à grande échelle pour comprendre les problématiques d'infrastructure routière pour la voiture autonome ou de trafic aussi, c'est très, très important pour un usage public. Donc, ça, c'est deux concepts à bien garder en tête. On voit déjà des applications qui se mettent en place autour de la carte data. Il y a Tesla qui, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois de ça, a lancé son premier Safety Score Beta avec un produit d'assurance connecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne regarde plus des données d'accélération, freinage, virage, etc., mais on est capable de sortir du véhicule des données liées à l'usage du véhicule en temps de, on va dire, usage des composants d'automatisme. Je ne parle pas de la voiture autonome, mais au moins des automatismes de l'ADAS, comme on dit en anglais. Ça, c'est l'exemple de Tesla qui produit un score avec des données, des disengagements avec l'autopilot, de la distance au véhicule de face, de la perte de contrôle quand on est dans une situation de courbe. Nous, chez Motionless, on a lancé un PhD, juste pour info, en 2020, qui complémente un peu cette idée-là en rajoutant une notion de contexte. Donc, pas seulement la donnée qui vient du véhicule, mais aussi la donnée d'infrastructure routière qui est associée à cette mobilité. Donc, quelle est la chaîne des valeurs de la carte data? Ici, j'expose à gauche quelques logos des marques qui sont déjà connectées. Donc, aujourd'hui, on peut, en production, sortir de la data des véhicules par numéro de châssis. Tout a commencé, on va dire, à vrai dire, avec BMW, Mercedes qui étaient à la pointe, mais aujourd'hui, on a des marques telles que Ford qui sont très avancées. On a tous les groupes Stellantis, en particulier Citroën, Peugeot, qui fournissent énormément de données. Donc, c'est ceux qui fournissent le plus des catégories de data. Ces data circulent en fait vers des agrégateurs. Donc, c'est des compagnies qui ont homogénéisé l'accès parce que chaque constructeur a construit sa plateforme avec leurs API. Donc, c'est très important qu'il y ait une couche d'agrégation et des compagnies telles que Motionless ou n'importe quelle compagnie intéressée à utiliser ces data pour créer des solutions clients qui sont tout à droite ici dans le plot et peuvent avoir accès à ces data multimarques avec des agrégateurs. Donc, qu'est-ce que sont les data disponibles? Donc, on va au-delà de la localisation du véhicule, mais on peut aussi savoir, par exemple, quel est l'usage des différents composants du véhicule. La climatisation, la navigation, les cruise control, tout ce qui est témoin du tableau de bord, des informations liées, par exemple, au déclenchement des airbags lors d'un accident, ou l'usage de l'ABS, ou des systèmes d'adaptation à la conduite, données d'entretien, etc. Il y a ici, je mettrai dans les liens un Airtable que vous pouvez regarder avec toutes les données qu'il y a en ce moment pour toutes les marques. Et par rapport au coût, dans le passé, quand on utilisait des devices externes, et chez Parquet, des solutions simples en OBD, on devait avoir un investissement qui était entre le 70 et 150 € par boîtier, avec un coût d'intégration, mais avec un coût aussi des connectivités mensuelles, sans parler des problèmes de non-compatibilité que j'ai évoqués avant. Aujourd'hui, c'est complètement pay-per-use. Les véhicules sont connectés, il n'y a pas d'investissement dans les hardware, il n'y a pas de coût d'intégration. On paye juste pour la data qu'on veut avoir. Ici, c'est un exemple de pricing de BMW. Presque 6,70 € pour avoir tout la data du véhicule tout le temps, en temps réel. Mais on peut, par exemple, créer une solution de pay as you drive pour l'assurance, avoir accès à l'odomètre et on payera autour d'1 € par mois. Donc, ça permet de franchir plus rapidement les barrières qui empêchent ces produits connectés de voir le jour. Il y a une particularité aussi, c'est il y a une distinction entre obtenir la data des flottes, c'est très simple. Le propriétaire de la flotte, par liste de numéro de châssis, il peut avoir l'accès très rapidement. Dans les cas d'un particulier, il faut vraiment que le propriétaire du véhicule, à travers l'application connectée, donne l'accord pour être complètement compliant à la GDPR. Donc, je voudrais vous montrer un exemple d'analyse qu'on a fait. Et j'étais à remercier ici Billy Hammond de Luxembourg qui nous a donné l'accès à quelques dizaines de véhicules de leur flotte au Luxembourg, des mini BMW.
Et on a extrait de la data il y a quelques mois de ces 39 véhicules BMW Mini pendant 3 mois et demi, plus ou moins 5000 trachés. On a collecté 17 000 événements des conduites. La data qu'on a capturée, c'est ici indiqué à droite, c'est similaire à ce que je viens d'évoquer dans les slides précédents. Qu'est-ce qu'on a pu détecter? Effectivement, quand on a récupéré la data, la première chose qu'on a fait, c'est la contextualiser. Donc, on a pu distinguer, par exemple, les différentes situations climatiques que les véhicules étaient en train de vivre, des situations de pluie, des situations de neige, des situations de temps à ciel couvert ou des situations de visibilité complètement claire. Et on peut aussi avoir une notion de l'activité, sachant à côté de quels points d'intérêt les véhicules passent du temps. Donc, on a par exemple vu combien de véhicules s'arrêtent à côté d'un restaurant, d'une banque, d'une station-service, etc., ou d'un dealership automobile. On peut aussi savoir, par exemple, ici c'est une voiture, c'est une flotte de rental, et avec on va dire une politique des pleins-pleins, on sort avec les pleins, on revient avec les pleins. On voyait par exemple en temps réel quel était l'état du plein. On voyait qu'il y avait des gens qui arrivaient vraiment en dessous de la réserve, et ça c'est des comportements très dangereux pour les véhicules, pour la santé du véhicule. Et on a reçu énormément des activations des codes d'erreur, des différents systèmes du véhicule, en particulier tout ce qui est système de type contrôle de stabilité du véhicule, ABS, mais aussi au réseau de charge et au système d'aide à la conduite caméra, par exemple, c'était celui qui crée le plus d'erreurs de communication. En particulier, par exemple, on a pu détecter un véhicule qui a eu un problème de mélange air-essence trop riche, que personne n'a détecté et qui a roulé avec une surconsommation d'essence pendant plus de 15 jours. Et ça, on l'a détecté au moment que les codes a été activés très rapidement. Et tout ce qui est électromobilité, il y a une panoplie de codes d'erreur et des situations qu'on peut détecter liées à la charge. Par exemple, tout ce qui est charge interrompue, ça peut arriver qu'on arrive dans son chargeur, on branche le véhicule, on pense que tout va bien se passer pendant qu'on fait du shopping, donc on reviendra au véhicule avec 80% de la batterie, et quelque chose s'est passé, on n'a pas été informé de ça, on doit répartir avec 20%, et on n'a pas suffisamment d'autonomie pour répartir. Donc, ce type d'information peut être extrait aussi de ces cartes data très facilement. Pour conclure, je voudrais vous présenter rapidement quelques exemples d'applications qu'on est en train de travailler avec des différents partenaires. Quelqu'un sont des projets qu'on a commencé à travailler, quelqu'un sont décidés, mais que je voudrais même le partager avec vous. Il y a une facilité en ce moment de travailler sur des projets assurances avec cette data. Pourquoi? Parce qu'historiquement, les assurances, la barrière qu'ils savaient, c'était d'investir dans la collection de la data, des applications, des dongles, des black box, pour après créer un produit. Aujourd'hui, la data est là. Donc, ils peuvent vraiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est faire de l'assurance et faire des modèles de risque actuarial avec de la carte data. Ça peut être en pay as you drive, ça veut dire juste en utilisant les données odomètres, mais on peut aller au-delà, quand je vais vous montrer les cas de Tesla, en analysant le style de conduite, le profil de risque. Une chose dans laquelle on travaille beaucoup aussi, c'est tout ce qui est application pour gestionnaire de flotte, pour monitorer la flotte. Historiquement, quelqu'un qui achetait, je ne sais pas, 10 BMW 1 pour sa flotte commerciale, s'il voulait traquer les véhicules, savoir où ils étaient, quel problème s'il savait, il devait mettre un boîtier et payer mensuellement un système. Aujourd'hui, on peut juste payer de la data pour avoir un dashboard, ça va coûter beaucoup moins cher, il ne faut pas payer de la connectivité, il ne faut pas entretenir de device, et on peut avoir beaucoup plus d'informations, surtout liées à l'entretien, c'est ce qui est important pour les gestionnaires de flotte. Application d'entretien prédictif, on peut savoir si un problème arrive, quels étaient les potentiels causes. On peut travailler sur des algos de machine learning, intelligence artificielle pour comprendre des différents problèmes. On les fait aujourd'hui chez Motionless pour les poids lourds, pour un projet qu'on a en Amérique latine avec notre investisseur. Mais avec cette data, on peut aller beaucoup plus loin. Pour le leasing, il y a une application très intéressante qui est, disons, l'estimation de la valeur reçue du véhicule avec une compréhension plus nette de l'état de santé du véhicule au temps T. Et ça, c'est important parce que c'est une des paramètres clés pour faire du pricing de leasing. Si on ne sait pas dans quel état ce véhicule est ou comment il est traité, c'est impossible de le savoir sans ces data. Donc, on est en train de discuter avec des compagnies de leasing pour voir de l'intérêt pour faire ce type de solution.
Et pour conclure, ça c'est quelque chose qu'on a récemment lancé avec la FEBIAC, l'étude, on va dire l'assessment de la transition vers l'électromobilité. Si on a de la data des véhicules thermiques, on peut savoir quels sont les patterns de conduite, on peut estimer dans quel, on va dire, scénario une personne pourrait changer ses véhicules par un véhicule électrifié, donc full electric, plug-in hybrid ou hybrid, en comprenant quelles sont les contraintes par rapport à leur mobilité. Donc voilà, c'était juste tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez des questions, on verra ça plus tard, comme je l'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Castignani, pour ce riche partage déjà à propos des données. Alors, on va glisser à partir de votre spin-off spécialisé en data vers l'industrie, puisqu'évidemment, l'industrie est fortement impliquée aussi par la digitalisation et ça concerne évidemment la production. Et je vais donner la parole à Étienne Jacquet, qui est avec nous aussi. Merci d'être des nôtres ce matin. Alors, comme ingénieur, Étienne Jacquet cumule plus de 30 ans en R&D de produits et systèmes automobiles. C'est donc un fin observateur des différentes évolutions en cours dans le secteur. Il a passé 26 ans chez Delphi, équipementier américain, et a rejoint le groupe CEBI en 2018 en tant que Corporate R&D Manager. CEBI, il va nous le présenter, est spécialisé dans la fabrication de composants électromécaniques pour le secteur de l'automobile. Et M. Jacquet, vous allez nous dire que cette digitalisation représente évidemment des opportunités pour votre métier, mais que dans ce monde en pleine transformation, il y a aussi pas mal d'imprévisibilité. Vous avez un petit peu appuyé cette notion-là quand on a préparé la conférence, et qu'il y a lieu aussi d'y aller un peu step by step, si je me souviens bien de vos propos. Voilà, je vous cède la parole et merci d'être là. Merci, vous avez déjà tout dit. Donc, je présente le groupe CEBI. Donc, on revient à un métier beaucoup plus traditionnel. Donc, CEBI, c'est un groupe luxembourgeois, mais présent au monde entier, qui fabrique des composants que vous voyez normalement, si ça bascule, voilà, sur cette feuille. Donc, toutes sortes de produits électromécaniques, notamment dans les automobiles, aussi d'autres secteurs. Mais ce sont des composants non connectés, donc traditionnels, des petites pompes, des réservoirs, des serrures, toutes sortes de choses qui se montent sur votre véhicule. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, on a environ 5000 références actives sur le marché aujourd'hui et on produit et on vend presque 1 million de pièces comme ça par jour. Donc, bien sûr, là, la digitalisation dans ce secteur s'impose pour tout ce qui est gestion de ce flux. Par contre, donc, le métier dans lequel on se trouve, il n'a rien de digital. Donc, on achète de la matière première, on la passe par des machines, ici une machine d'injection opérée par une opératrice, et on vend le produit après. Donc, c'est comme une boulangerie, vous achetez la farine, vous passez par le four et vous vendez le pain. Par contre, vu la taille de la société et des opérations, bien sûr, la digitalisation présente énormément d'avantages. Dès que vous connectez les machines et vous avez vos stocks sur ordinateur et vous connectez le tout, vous avez beaucoup plus d'opportunités à optimiser la production et l'opération générale de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est clair. Je ne dois pas insister sur ces avantages-là. On a commencé donc, il y a environ 5 ans avec un très grand programme de digitalisation qui s'appelle One CEBI. Ça va avec, disons, l'intégration de plusieurs entités indépendantes dans un groupe. Donc, on a un très grand programme d'industrie 4.0 donc qui digitalise la production. En quelques mots, la gestion de la qualité, la gestion du produit, on a choisi Siemens comme partenaire. Pour la vente, on a Salesforce. On a aussi une agence de change management. Donc, tous ces éléments-là interviennent et c'est des très gros investissements qu'on fait depuis 5 ans. Donc, on est plein dedans. Quelle est notre expérience? Donc, je reviens un peu à notre modèle qui n'est pas digital. Et puis, la digitalisation, pour nous, ça ressemble un peu à ça. Suivez la flèche.
C'est-à-dire, on a beaucoup d'éléments individuels qui interviennent, comme le Product Life Cycle, l'Industrie 4.0, qui sont plus ou moins des projets individuels avec leur propre logiciel. Pour les connecter et pour les intégrer, c'est un vrai défi. En fait, vous achetez un soft, vous constatez que votre système opérationnel n'est plus à jour, vous investissez dans l'infrastructure, vous constatez que l'infrastructure ne marche plus avec l'ancienne base de données, donc il faut mettre à jour à gauche et à droite. Et ça devient de plus en plus compliqué et ça demande aussi beaucoup de ressources. Je compare toujours ça un peu à l'invention de l'argent. L'argent a été inventé pour faciliter le commerce, mais l'argent est devenu le commerce le plus important et le plus vulnérable aussi. Ici, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire on a inventé la digitalisation pour faciliter le métier dans lequel on se trouve, et ça devient en fait un métier en soi qui domine presque ce qu'on fait tous les jours. Donc, on m'a demandé de parler des défis de la digitalisation. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de lister un peu les expériences qu'on a faites dans les 5 dernières années. Et je résume ça dans quelques lignes. Je crois qu'ils sont très importantes pour des gens qui viennent d'un métier plus traditionnel comme nous. Donc, d'abord, la digitalisation n'a pas une valeur ajoutée directe sur le produit qu'on vend. Donc, on n'est pas payé pour la digitalisation. On est seulement payé pour les effets secondaires de la digitalisation. Et ceux qui nous poussent le plus à digitaliser, c'est en même temps ceux qui vont chercher les produits qu'on leur vend quelque part en Inde parce que c'est moins cher. Donc, il faut toujours être conscient de ça. La digitalisation a un temps de cycle relativement court comparé à certains produits ou les machines qu'on achète. Et on ne peut jamais dire que le jour où on aura fini avec la digitalisation, tout ira mieux parce que c'est un voyage qui ne finit pas. Donc, si on constate aujourd'hui qu'on dépense plus d'efforts dans la digitalisation que dans l'innovation aux côtés du produit, il faut être conscient que ce sera toujours comme ça. Et qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on fait peut-être un peu trop? Aussi, il y a une troisième dimension. Donc, même si on dit, bah, j'ai un logiciel CAD, par exemple, malheureusement, nos clients, à nous, ils nous imposent des systèmes différents. C'est-à-dire, en beaucoup de cas, on a 2 systèmes, 3 systèmes, 4 systèmes en parallèle qui ne sont pas compatibles entre eux, qu'on doit gérer. Donc, c'est vraiment un défi multidimensionnel. J'ai déjà parlé de l'investissement en temps et en argent et en personnel pour tout ça. Ça devient une nouvelle source d'erreur. On parlait de la cybersécurité, la vulnérabilité, le workload. Là, j'insiste toujours sur le fait que chaque fois qu'on installe un nouveau logiciel ou un nouveau système, il faut vraiment regarder est-ce qu'il crée un workload supplémentaire et est-ce qu'il nous soulage sur un certain workload. Et là, il faut vraiment faire attention à ne pas créer un système qui en soi est très bon, mais qui crée une charge supplémentaire non prévue et surtout un stress psychologique aussi parfois supplémentaire sur les gens qui n'ont peut-être pas cette habitude. Ça vaut aussi pour le point suivant, donc les compétences et aussi la responsabilisation des gens peut souffrir avec des systèmes comme ça, où dans le passé, la personne, disons, la connaissance était vraiment dans la personne et aujourd'hui, elle est dans l'ordinateur et on demande à la personne de se réduire juste à rentrer des données sans les remettre en cause et ça peut être dangereux aussi. Donc, en général, ça peut être une source d'obstacles pour les process et créer des pratiques très intéressantes. On a d'ailleurs, j'ai 2 exemples. Là, je viens de recevoir une commande d'un client premium automobile, constructeur de renommée mondiale, qui m'envoie une commande pour un prototype. Et en même temps, je reçois un email qui me dit tiens, la référence de ce prototype est fausse sur la commande, mais mon système ne me permet pas de mettre la bonne référence, donc ignorez la commande
et travailler sur une autre chose que je vous indique par email parce que je dois contourner le système. Donc ça, c'est pour moi un échec d'un système de digitalisation parce qu'à côté, donc, je donne à manger au système, mais en même temps, je dois quand même faire le travail à côté. Et le deuxième exemple, c'était aussi un exemple où une société a mis un système en place, c'était SAP, et ils ont dû engager une personne qui s'occupait du système pour rentrer les données, mais la personne qui gérait le projet ne touchait pas au système. Donc là, on a créé un emploi, rien que pour faire vivre un système alors qu'il ne servait pas du tout à la gestion de projet. Donc, il y a pas mal d'échecs comme ça qui ne se voient peut-être pas, où le système en soi, il est bien conçu, mais il ne sert pas à la cause, finalement. Donc, ça, c'est les défis qu'on voit quand on est dans un métier comme le nôtre où il faut produire des pièces et vendre dans un marché. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je conseille à tout le monde vraiment de regarder le cœur de métier dans lequel on se trouve et se demander de quoi est-ce que j'ai besoin. Il peut y avoir des raisons aussi législatives ou autres pour digitaliser, mais en tout cas, il faut regarder qu'est-ce qu'il me faut et quelles sont les choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Il faut absolument considérer la culture des gens et les besoins des gens. Donc, même un clic supplémentaire à faire 25 fois par jour, ça peut vraiment décourager des personnes qui ne savent pas pourquoi ils doivent faire des manips supplémentaires. Le right sizing, très important, bien sûr. Et à chaque démarche de digitalisation, il faudra regarder l'effort supplémentaire contre le bénéfice que ça apporte. Donc, l'image que je montre ici en bas, je l'avais déjà montrée dans une conférence du passé où on parle de la digitalisation de l'industrie 4.0, mais il y a beaucoup d'aspects autour qu'il ne faut pas négliger et surtout planifier au tout début pour être sûr qu'on prépare les gens, on prépare l'infrastructure, on est conscient du user interface, des formations nécessaires et on passe par un propre change management avant de se lancer. Voilà, j'espère que ça vous inspire un peu. On est localisé à Steinzell, au milieu du Luxembourg, donc comme ça vous avez une idée de ce qu'on fait ici. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jacquet, d'avoir relevé ces défis. Je pense que vous avez bien montré le côté transversal des enjeux et c'est intéressant de voir aussi comme ça impacte évidemment le management et l'accompagnement qui est nécessaire face à ces évolutions. On va glisser maintenant davantage vers le côté usager et client avec notre dernier intervenant qui est Denis Gorteman. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le CEO de D'Ieteren Automotive, un groupe bien connu, je pense, de la distribution automobile, que je n'ai peut-être pas bien présenté, et en même temps, et néanmoins, je dirais, je pense que c'est vraiment intéressant justement de s'intéresser à ce groupe qui aujourd'hui doit vraiment se réinventer pour répondre aux attentes des usagers qui réclament plus de durabilité en termes de mobilité, plus de fluidité aussi. Et donc, vous êtes actif aussi depuis 35 années environ dans le secteur et donc vous êtes aussi vraiment très, très bien placé pour pointer les évolutions que vous observez et donc on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous et merci à Liège et Luxembourg Créatif pour l'occasion qui m'est donnée de partager avec vous quelques réflexions effectivement dans le cadre de la digitalisation du secteur de l'automobile. Dans l'ensemble des tendances qui ont déjà été évoquées, moi je voudrais en retenir 4 qui impactent plus particulièrement notre secteur, en commençant d'abord par la décarbonation qui se traduit aujourd'hui surtout par la vente et la prolifération de véhicules électriques. Et lorsque le professeur Design disait tout à l'heure que le Covid-19 avait accéléré les tendances, pour vous illustrer ceci, je peux vous dire que toutes les commandes que nous avons enregistrées depuis le début de l'année, 20% d'entre elles portent sur des véhicules 100% électriques. L'année dernière, à la même époque, nous étions à 5%. Ceci pour vous dire à quel point, effectivement, cette tendance s'accélère.
La deuxième tendance qui nous impacte de manière forte, c'est la voiture connectée. Alors cette voiture, il faut bien retenir une chose, c'est qu'elle n'est pas connectée au concessionnaire, elle n'est pas connectée à l'importateur, elle est d'abord et avant tout connectée au constructeur. Constructeur qui décide donc, lui, avec qui et comment il souhaite partager les données récoltées, d'une part, mais qui possède aussi aujourd'hui une information qu'il n'avait pas par le passé, c'est l'information du client final. Par le passé, ce client était connu seulement du concessionnaire, voire de l'importateur, mais pas du constructeur. Et ceci peut bouleverser la chaîne de distribution, et vous aurez peut-être vu d'ailleurs dans la presse que certaines marques ont décidé de changer les contrats de distribution qui les unissent à leurs concessionnaires par le passé, qui sont devenus aujourd'hui des agents. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ceci, en fait, permet aux constructeurs de définir le prix et, à terme, de pouvoir vendre en direct au client final, en bypassant, s'il le souhaite, le réseau de distribution. Troisième tendance importante, évidemment, c'est la voiture également partagée. Alors, la voiture partagée, aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose des kilomètres parcourus en Belgique, mais nous estimons qu'au-delà de 2025, dans des villes comme Bruxelles ou Anvers, ceci pourrait devenir significatif, c'est-à-dire dépasser plus de 10% des kilomètres parcourus. Et enfin, la fameuse voiture autonome. Cette voiture autonome va changer fondamentalement le lien entre le client, entre le conducteur quelque part aujourd'hui et l'utilisateur demain. D'abord parce qu'il n'y aura peut-être plus besoin de permis de conduire, mais aussi parce que ces flottes de véhicules autonomes, il y a peu de chances qu'elles soient détenues par des clients particuliers ou des petites et moyennes entreprises, mais plutôt par des acteurs de grands comptes, style aujourd'hui des sociétés de location long terme, des sociétés de taxi ou des sociétés de voitures partagées. Alors effectivement, D'Ieteren, qui est actif, qui est partenaire du groupe Volkswagen en Belgique depuis 1948, se réinvente pour pouvoir accompagner nos clients et notre réseau de distribution dans cette évolution, en ne restant pas simplement, je dirais, importateur et distributeur de véhicules, mais en allant aussi de plus en plus vers des développements autour de la nouvelle mobilité et dans des nouveaux segments de mobilité, comme le vélo, qui est clairement le mode de transport qui a le plus profité de la crise des 2 dernières années. Et donc, notre ambition, notre vision, qui est d'abord de pouvoir œuvrer à une mobilité fluide et durable, et de pouvoir permettre à nos clients de retrouver auprès d'un acteur l'ensemble des besoins de mobilité, indépendamment du transport public avec lequel nous sommes en forte relation, bien sûr, également. Et ici, je voudrais peut-être pointer 2 ou 3 acteurs en dehors des marques dont vous connaissez bien sûr les logos qui sont repris ici. Poppy, qui est la société de location de voitures partagées sur Bruxelles et Anvers. Eddy, qui accompagne toute la transformation vers l'électromobilité. Ou Hush, qui se spécialise, elle, justement, dans tous les développements, non pas au niveau hardware, dans le cas de la voiture autonome, mais plutôt dans l'expérience client du véhicule autonome, et pour nous aider à mieux comprendre comment le client de demain va anticiper ou utiliser plutôt ces nouvelles technologies. Alors, toutes ces activités ont quelque chose de commun, c'est d'abord de pouvoir proposer une approche omnicanal, parce que d'abord et avant tout, le client reste malgré tout encore demandeur d'un lien humain et d'un lien physique avec le produit. Le fait de pouvoir développer donc plusieurs centres d'expérience en lien très très fort avec nos activités retail et avec une volonté de pouvoir évidemment au travers de chacun de ces points de contact présenter une haute qualité de service. Mais je voudrais maintenant peut-être prendre quelques exemples pour montrer à quel point l'impact du digital touche notre secteur. Il est évident que la technologie, les données et le contenu influencent le choix de nos clients. Notre client, d'abord, il est beaucoup plus influencé que par le passé par tout ce qui se passe sur l'Internet, sur l'accès mobile qu'il peut avoir à l'information. Information qui est aujourd'hui extrêmement facile d'accès et information qu'il faut bien reconnaître, la chaîne de distribution maîtrise beaucoup moins que par le passé. Les fake news, cela existe aussi dans notre secteur et aussi dans les technologies.
il en existe beaucoup sur les véhicules électriques qui influencent parfois une partie de la clientèle, c'est très clair. Mais il est évident que l'ensemble des données que nous pouvons récolter au travers des nouvelles technologies qui sont utilisées par nos clients, avec l'apport du machine learning et de l'intelligence artificielle, nous permettent aujourd'hui de faire des propositions à nos clients que nous n'étions pas capables de faire par le passé. Aujourd'hui, nous sommes capables très clairement de faire ce qu'on appelle du precision marketing, c'est-à-dire de pouvoir offrir à notre client une offre qui correspond parfaitement à son besoin. De plus en plus, nous nous dirigeons vers du predictive marketing, qui en plus de nous permettre de faire la bonne offre au bon moment, de faire la bonne offre au bon client, nous permet de la faire au bon moment et parfois même avant même que le client se rende compte que le besoin est déjà formé dans son esprit. Nous pouvons, au travers, je dirais, de ces recherches sur Internet, détecter à partir de quel moment, évidemment, un client commence à rêver d'un nouveau véhicule, de vacances, de ski, et donc d'un besoin peut-être de pneus neige, et ainsi de suite. L'impact ici, c'est clairement au niveau des investissements. Aujourd'hui, la moitié de notre budget marketing se dirige vers le digital, au détriment, bien sûr, d'investissements qui, par le passé, se faisaient dans des canaux beaucoup plus classiques, comme la radio, la TV ou l'affichage. Et des nouvelles fonctions deviennent clés dans notre secteur, c'est tout ce qui touche aux données et à l'analyse de ces données. Aujourd'hui, la fonction de data scientist, qui n'existait pas il y a 3 ans dans notre entreprise, prend un poids de plus en plus important et ce sont des fonctions clés pour notre futur. Le digital, clairement, a accompagné déjà depuis un certain temps le client dans ses choix, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant dans la customer journey, que ce soit au niveau de l'achat d'un véhicule, au niveau de son entretien. Il n'en reste pas moins que toutes les études que nous menons aujourd'hui démontrent que une large majorité, pratiquement 70% des clients souhaitent toujours dans leur trajet d'achat avoir un contact avec un concessionnaire parce qu'ils estiment effectivement que c'est là qu'ils auront l'information la plus fiable et, même si ce n'est pas dit de façon peut-être aussi claire, je crois que le client belge aime toujours discuter un petit peu le petit pourcentage de remise complémentaire et pour cela, il faut bien admettre que le digital n'est pas la façon la plus aisée. Ceci dit, l'année dernière, nous avons, alors ce chiffre peut sembler peu élevé, 700 véhicules vendus entièrement, neufs vendus entièrement en ligne, c'est-à-dire sans aucun contact concessionnaire et avec un paiement en ligne, alors pas le paiement du prix catalogue, mais le paiement d'une mensualité. Il faut savoir que ça représente, puisque cette offre n'était valable que sur des véhicules en stock, pratiquement 7% des véhicules que nous avions en stock l'année dernière, c'était moins de 0,5% il y a 2 ans. Donc là aussi, c'est une augmentation sensible et significative qui doit nous interpeller pour le futur. Et nous sommes convaincus que d'ici 2025, plus de 12% de l'ensemble de nos ventes se feront entièrement en ligne. Nous avons aussi été forcés, quelque part, suite à la crise du Covid, à nous réinventer en termes d'approche client, puisque nous avons, maintenant depuis 2 années, nous n'avons plus de salon de l'auto. Le salon de l'auto en Belgique, on sait que c'était un moment essentiel. Au Luxembourg, on a l'habitude des festivals des concessions, mais donc nous avons fortement investi pour pouvoir digitaliser nos showrooms et permettre à nos réseaux, à la fois en concession, de présenter nos voitures de manière plus digitale et plus complète que par le passé, de pouvoir, le petit film qui vient de passer, de présenter les véhicules sur le net de manière beaucoup plus attractive également, mais également de pouvoir proposer des lunettes 3D sur certains types de modèles pour pouvoir permettre au client, quelque part, lorsqu'il est en concession, d'être comme s'il était déjà dans sa future voiture. Ceci impacte non seulement la vente, mais aussi, bien sûr, par exemple, la livraison. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre nous, de ce tableau de bord de voiture qui ne date pas d'il y a tellement longtemps. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, lorsque nous livrons une voiture telle que celle-ci, que le temps nécessaire à la livraison pour un client, la connaissance du livreur n'a rien à voir avec ce qui était requis il y a encore 4 ou 5 ans.
le temps aussi nécessaire à livrer une voiture, mais aussi la capacité du conducteur à pouvoir retenir toutes les informations que nous lui donnons, nous oblige également à pouvoir développer d'autres solutions, parce qu'il est bien évident qu'après 3/4 d'heure, 1 heure, le client ne retient plus du tout ce qu'on lui explique, et donc il nous faut aussi développer d'autres formes de mode d'emploi pour l'aider à mieux utiliser sa voiture et utiliser l'ensemble des options aide à la conduite et autres gimmicks qui peuvent équiper son véhicule. Et ceci, à nouveau, nécessite d'investir fortement dans la formation. D'autres types de commercialisation voient le jour également. Les constructeurs, de plus en plus pour diminuer les coûts de production, prééquipent leurs véhicules, tous leurs véhicules, d'options. Alors ça peut paraître contradictoire, mais en fait ça coûte beaucoup moins cher lorsqu'on simplifie la production, de mettre dès le départ un maximum d'options, plutôt que comme aujourd'hui, avoir les options qui sont liées à un véhicule en fonction de la demande d'un client. Et ces options peuvent être activées à distance à la demande du client. L'exemple clair, ce sont les sièges chauffants. Vous n'utilisez les sièges chauffants peut-être que 15 jours par an, à nouveau lorsqu'il gèle ou lorsque vous allez au ski. Eh bien, cette option peut être activée moyennant paiement directement, soit via votre smartphone, soit via le véhicule, auprès du constructeur à nouveau. C'est une autre manière de pouvoir commercialiser certains équipements dans le véhicule qui commencent à voir le jour dans certaines marques également. Donc, j'espère que ces quelques exemples vous auront montré que la digitalisation transforme fondamentalement notre business model et, à terme, je pense également, le rôle de chacun des acteurs dans cette chaîne de distribution. Et dans cette chaîne de distribution, il y a clairement, malgré toutes les législations qui peuvent et qui vont être mises en place dans le partage des données, pour les acteurs indépendants du secteur automobile, il y a clairement un risque accru pour le futur. Vous voyez le petit film qui passe derrière moi, qui illustre ici la voiture du futur. C'est un véhicule, évidemment un prototype, mais c'est un prototype qui peut voir le jour d'ici 2027-2028. Ce genre de véhicule dans un réseau indépendant, il deviendra extrêmement compliqué de pouvoir le servir, de pouvoir l'entretenir ou de pouvoir le mettre à jour. Mais j'espère qu'on y prendra tous un plaisir énorme à pouvoir encore l'utiliser. Je vous remercie pour votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Monsieur Gorteman. On a bouclé la boucle avec vous, je crois, en regardant du côté des évolutions des besoins des clients. Je pense que comme ça, on a vraiment eu une vue d'ensemble très complémentaire. Je vais peut-être rendre la parole au professeur Duzinx. Peut-être que vous voulez conclure. Je voulais remercier nos 4 intervenants. C'était aussi l'idée, c'était de passer de la recherche à la spin-off, de l'industrie lourde à celui qui est au contact avec le client. Donc, c'était vraiment toute la chaîne de valeur et de développement d'un véhicule. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très agréable pour moi, en tout cas, d'avoir tous ces intervenants aujourd'hui autour de nous. Merci beaucoup.